Alors, je suis Laurence Trouillet, je suis bénévole à l'UNAFAM et je suis maman d'un jeune adulte, 22 ans, qui est schizophrène. Moi, j'ai une question pour le réseau Vigilance. J'ai été concernée par ce réseau Vigilance il y a malheureusement 6 mois parce que mon fils a fait une deuxième tentative de suicide. Il s'est retrouvé hospitalisé au CHU Salengro. Donc avec des traumas, etc. Je connaissais le réseau Vigilance, mais par contre, les personnes, les infirmières de l'étage ne connaissaient pas le réseau Vigilance. Alors j'avais posé la question, quand va-t-il voir un psychiatre et quand va se mettre en place ce réseau? Alors bon, quand j'ai eu les questions, moi ce que j'ai trouvé bien, voilà, déjà, Julien a été vu, sur les 3 semaines, un mois, il a été vu 3 fois par des psychiatres du réseau, puisqu'on est toujours dans ce réseau aussi. Ensuite, nous avons été vus, la famille, aussi dans le cadre de ce réseau Vigilance. Fontan, on a été reçus, et ça, c'était plutôt bien. Ce que j'ai pas aimé, c'est pas aimé. Il a eu sa petite carte, ok. Il a eu son petit rappel là dernièrement avec un envoi, un message ou je ne sais plus, une lettre. Et puis, je trouve ça c'est bien ce suivi, mais Julien a toujours autant envie de se suicider. Voilà, la première tentative de suicide, il n'a pas eu cette chance et pourtant ça faisait que 2 ans. Il n'était pas dans le réseau, il n'a pas eu cette carte. Je n'avais pas entendu parler à l'époque du réseau. Et voilà, donc il est ressorti à ce moment-là et c'était un petit peu un no man's land. C'est bien, ces rappels, ces trucs, mais Julien, il est tout seul chez lui, il a envie de voir personne, il n'a qu'une envie, c'est de se suicider. Alors, vos limites sont où enfin, voilà, c'est un petit peu, j'ai plein d'émotions parce qu'on revient au même point de départ. Et moi, j'ai beaucoup de craintes, c'est bien ces réseaux, mais... Alors, donc, il faut quand même préciser que nous, on est un dispositif de veille et qu'on n'est pas là pour assurer un suivi. On essaie de mettre en lien, on fait avec une offre de soins qui est pas égale sur tout le territoire. Quand vous dites qu'il y a eu des psychiatres qui l'ont vu, en fait, donc nous, Vigilance, on va le recontacter, mais c'est uniquement par téléphone. Donc notre action, elle a été uniquement par téléphone, avec aussi l'envoi de cartes, de courriers. On met en place des actions à moyen terme, parfois à long terme, mais nos limites, elles se situent aussi par rapport à l'offre de soins, comme je vous l'ai dit. Merci pour votre réponse. Mais est-ce qu'il n'est pas possible quand vous n'avez pas de nouvelles, quand vous voyez qu'il n'y a pas, en dehors des médecins, le médecin a été contacté aussi, donc tout ça fonctionne très bien. Mais quand la personne ne veut plus se déplacer, quand il n'y a plus de réponse, quand il n'y a plus rien, juste avoir quelqu'un, bon, je sais bien que vous manquez peut-être d'effectifs, mais qui aille, je ne sais pas, un moyen plus... Parce que moi, je suis là, il vit chez nous, ça va, mais quand ils sont tout seuls, perdus comme ça dans la nature... Bon, c'est bien, c'est utopique, je suis une maman, d'accord. Mais voilà, il y a ce côté... C'est très intéressant. On s'appuie, par exemple, sur les infirmières libérales qui vont au domicile. Donc, nous, on essaie, on propose des choses. Là, vous l'avez dit, il n'est pas tout seul. Vous êtes là. Voilà. Nous, on est là aussi, par téléphone. Donc, c'est déjà ce qu'on peut proposer. Parce que je lui ai posé la question, est-ce que ça te sert? On discute beaucoup de tout ça, et... Avec ce dispositif, est-ce que tu vas appeler? Est-ce que tu vas prendre la carte? Il m'a dit, maman, non. Bon, voilà, c'est tout, chacun a fait son truc. Mais c'est vrai que c'est déjà un premier pas, parce que la carte, elle doit avoir quand même son utilité quelque part. Mais quand on a vraiment envie de se suicider, on ne va pas aller regarder la carte entre 10h et 18h. Enfin voilà, c'est déjà un premier pas, je suis d'accord. Mais je crois qu'il y a des personnes qui se saisissent de cette carte et qui nous contactent. Et puis effectivement, il y en a d'autres qui ne nous contactent pas, et pour qui on fait aussi d'autres choses. Et on essaie de trouver d'autres choses. On essaie aussi de trouver peut-être une façon de communiquer différente pour certains publics, pour les mineurs, pour les personnes âgées notamment. Donc merci de votre retour. Et nous, on cherche qu'à s'améliorer. Mais merci à vous. Merci d'exister. Merci. M'adresser à vous-même, là, vous êtes interne, c'est ça, hein, et vous êtes docteur. Pas tout à fait.
Bah, ça fait rien. Mais de toute façon, le sujet vous intéresse hautement. Et nous, en tant que représentants des usagers, ayant bien sûr des associations actives et gérant des groupes d'entraide mutuelle notamment, c'est vrai qu'on peut rencontrer des situations de violence. Alors, nous, on n'est pas formés, on n'a pas de PTI, on n'a pas on ne peut pas appeler au secours, on ne peut pas appeler la police. Comment on fait? Donc, il faut réfléchir à ça. Comment nous, on agit quand une personne elle va donc péter les pots, dans notre jargon, quoi. Ça peut arriver qu'une personne elle arrive chiffonnée parce que ça se passe mal chez elle, dans son entourage, enfin voilà. Donc il faut mettre à l'abri, si vous voulez, donc cette personne et la contenir d'une façon autre que votre pratique professionnelle, quoi. On n'a pas de chambre d'isolement, rassurez-vous, on ne va pas enfermer la personne. Et il m'est arrivé une seule fois de faire appel à un monsieur qui est peut-être ici présent, quoi, parce que c'était l'extrême limite de la violence, quoi. Il fallait l'intervention d'un professionnel à ce moment-là. Mais pour le reste, si vous voulez dire que on arrive, nous, entre comités de pairs, quoi, à contenir l'ensemble des personnes. C'est-à-dire que on ne fait pas poser d'intention, tu fais bien, tu fais pas bien. Moi, ça m'arrive des fois à 3 heures du matin d'avoir un coup de téléphone, une personne, elle s'entaille les veines, quoi. C'est pas ce problème. Pour moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écoutez, franchement, le lendemain, j'ai été la voir. Hein. En réalité, elle était passée à l'acte. Et c'est vrai que au système, j'aurais connu ça. Je pense pas que ça existait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on est dépourvu à un moment donné de faire appel à autrui, quoi. Parce que nous-mêmes, nous sommes insuffisants à un moment donné de la façon de pouvoir apaiser la situation, quoi. Alors, ce que je voulais vous demander, c'était surtout, est-ce que les dirigeants associatifs doivent-ils être formés particulièrement à des risques de violence, quoi, potentielle, quoi. Puis, j'ai moi participé en 2011 à la violence institutionnelle qui est beaucoup autre, hein, que la violence que nous on connaît, hein, parce qu'il y a de violence aussi au quotidien, quoi, que nous savons gérer. Pardon, donc, cette nous allons devoir un peu synthétiser parce qu'on est pris dans le temps. Oui, en fait, oui, mais si je comprends votre demande, c'est peut-on former les bénévoles? Voilà, c'est ça? C'est surtout ça, mais est-ce que justement quelqu'un qui a connu ces problèmes-là, il peut être aidant, mais quelles sont ses limites, quoi? Quelles sont ses limites, quoi? Pardon. On va laisser monsieur. Donc je vous remercie déjà pour votre remarque. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup finalement travaillé sur l'institution et je conçois que j'ai pas forcément pensé beaucoup aux aidants, mais là ce qui me vient comme ça en tête, déjà dans l'exemple que vous prenez, vous avez quand même déjà, une personne, comme vous dites, quand vous recevez une personne qui est déjà je crois que vous disiez chiffon, enfin qui était pas bien, qui était déjà dans un état de tension, finalement vous faites, encore une fois, comme je disais dans l'intervention, vous faites déjà des choses, je n'ai mis des mots peut-être sur des choses que vous faites déjà spontanément, c'est-à-dire quand vous voyez là, cette personne qui est en tension, vous allez le voir, vous lui parlez. Après, sur la question de former les aidants, ou je dirais peut-être déjà d'informer finalement, de pouvoir se saisir des quelques outils que j'ai pu évoquer là pour pouvoir essayer de les mettre en pratique, quoi. Donc voilà, après je ne sais pas si je réponds bien à votre question ou pas, mais... Là, je pense que c'est une question qui me dépasse. Je vous avoue, si je peux. Je pense qu'il y a quelqu'un au fond de la salle qui voudrait répondre. Non, je ne veux pas répondre. Je veux simplement faire un témoignage. Moi, je suis beau-père d'un garçon adulte, mais qui a été, dont le papa s'est suicidé il y a 18 mois. Et donc, je remercie le réseau Vigilant d'exister, d'être un appui, d'aider. Oui. Chapeau.
d'aider aussi les familles. Oui. Et il faut que ça reste, puisque je sais que Mme Buzyn a envie que le Vigilant, le réseau, ce qui a été construit en Nord-Pas-de-Calais et maintenant en Picardie, aux Hauts-de-France, elle a envie que ça vienne au national, qu'elle prenne le temps, qu'elle en trouve d'autres. Les nôtres, ils vont bien, on se les garde. Et c'est un réseau qui a encore besoin, à mon avis, d'être structuré, d'être renforcé et de pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Je le dis parce que je le pense comme ça. Voilà. Après, vous démultiplierez. Mais je pense que c'est un vrai outil qui a été créé dans la région et qui est remarquable. La deuxième chose que je voulais dire, je suis aussi, comme Claude Étoin, que vous connaissez bien, représentant des usagers à France Asso Santé. Mais il y a une chose qui, moi, m'interpelle toujours dans les services d'urgence, c'est la non-prise en charge de la douleur somatique, que ce soit pour des malades qui soient dits somatiques, quels que soient, ou pour des psychiatries. J'ai travaillé pendant quelques années dans un grand établissement de santé, et donc aux urgences, et donc quelquefois j'ai vu, comme vous, monsieur, des gens attachés au fond du couloir quelque part. Et donc je pense qu'effectivement la cigarette peut être une réponse, de les trouver, de les détacher. Mais je pense que la prise en charge systématique de la douleur, d'une douleur, je suis pas psychiatre, je suis pas, mais quelque part la prise en charge de la douleur amène de la sérénité chez un patient quel qu'il soit, qui permet après d'avoir un travail médical, tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est encore à faire et qui reste absolument pour l'instant préoccupant. Je siège dans différentes instances, dont le CLUD. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dans les services d'urgence. Merci. Je vais laisser mon collègue répondre. Ouais. On prendra une seule remarque après. Je pense qu'on devra arrêter. Alors, je vais devoir faire très synthétique, mais là où je vous rejoins, en effet, c'est que alors, dans le graphique, sur le graphique, sur ma thèse, j'ai insisté sur, pour les moins de 65 ans, psychiatrie, addictologie. Ce qui vient après, le rond rouge que je vous ai mis, c'est en effet la douleur. La douleur est aussi une source d'agitation, et en effet, traiter la douleur, je ne vais peut-être pas assez appuyer, ça je remarque, mais traiter la douleur permet d'éviter des situations d'agitation en effet. On va prendre une dernière remarque, mais je vais peut-être rassurer monsieur, on ne va pas diviser vigilance, mais on va les multiplier. Bon, votre remarque. Juste par rapport aux formations des aidants, donc bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'UNAFAM de l'Oise. Il serait plus habilité que moi à en parler. Bon, bref, moi, docteur Godban, je suis psychiatre au CHI de Clermont dans l'Oise et je côtoie les associations dans le cadre du comité d'éthique. Je sais que l'UNAFAM Oise organise des cours et des formations pour ses adhérents et aux autres familles. Certains sont animés par les membres de l'UNAFAM et d'autres en binôme avec un professionnel. Vous pouvez vous rapprocher d'eux, ils vous raconteront leur expérience.